Le sujet que nous allons aborder ce matin, c'est développement de la recherche dans l'enseignement supérieur au Cameroun, une vue holistique des défis de l'heure. Je dois avouer que je regrette un peu de ne pas être devant vous en présentiel pour qu'on discute d'un sujet qui me semble extrêmement important pour le métier qui est le nôtre. Je l'aborderai d'abord, je l'aborderai en deux, trois parties. La première partie sera en fait les origines de la recherche au Cameroun et puis l'état actuel de la recherche au Cameroun et qu'est-ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Les origines de la recherche au Cameroun. Il est difficile, de mon point de vue, de traiter de la recherche ou de la question de la recherche telle que suggérée ici sans en connaître le contexte. La recherche universitaire, puisque je crois que c'est de cela qu'il s'agit, est le deuxième pilier de l'enseignement supérieur. Le premier étant l'enseignement, la formation, et le dernier, le service à la collectivité, fût-elle universitaire ou nationale. C'est dire que la recherche dans notre pays est donc essentiellement un dérivé de la Fondation française de l'enseignement supérieur en Afrique, qui, elle, date, cette Fondation supérieure de l'enseignement supérieur en Afrique, ou au Cameroun, date de 1962, pour ce qui est du Cameroun. C'est bel et bien, elle, la Fondation française de l'enseignement supérieur au Cameroun, c'est bel et bien elle qui donna naissance à l'Université fédérale du Cameroun à Yaoundé-Ngoakele. Le géniteur étant la Fondation française, maison d'enseignement. Il convient donc de s'interroger brièvement, certes, sur la vision de la mère porteuse. Parce que si on n'essaye pas de comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de la mère porteuse, on ne peut pas comprendre ce que sont les enfants qui en sont nés. L'université camerounaise est aujourd'hui vieille d'un peu plus de 60 ans. Mais l'objectif de la Fondation française de l'enseignement supérieur au Cameroun n'était pas de former des chercheurs, mais plutôt de préparer des cadres de relève, ce qu'on a appelé cadres de relève au lendemain de la colonisation. Enseignants, administratifs, journalistes et autres agents publics ou privés, etc. Raison pour laquelle le troisième cycle n'était guère envisagé ou même envisageable vu la manière dont la Fondation française d'enseignement supérieur au Cameroun avait été organisée. Les missionnaires qui intervenaient faisaient leurs recherches dans le cadre de leur université d'attache. Et les quelques Camerounais qui enseignaient avaient à peine terminé leurs études pour la plupart d'entre eux. Dans le domaine qui est le mien, celui de la littérature, les Thomas Melonnet, les Abanda Dengue, les Louis-Marie Ungum, les Grace Etondé, les Mbassi Manga, etc., étaient tous des thésards. C'était des enseignants d'université, mais aucun d'eux n'avait terminé sa thèse. En faculté des sciences, il me souvient que le premier enseignant titulaire fut le professeur Jacques Kamscom, qui arriva dans les années 1970 comme professeur de chimie et comme doyen de cet établissement l'année d'après, en 1971 précisément. Certes, le gouvernement d'Aïdjo créera entre-temps des écoles spécialisées. À Gaoundéré, il créa l'INSIA, à Douala, il créa l'ESSEC, à Boya, il créa l'Institut supérieur de traduction, à Tchan, l'École fédérale supérieure d'agriculture. Mais là encore, il s'agissait essentiellement de la formation des cadres pour la gestion de divers projets de développement ou de procéder à une recherche appliquée pour ce qui était de l'école d'agriculture. Toujours est-il qu'avec l'événement de l'université de Yaoundé en 1973, certaines filières mettent en place, c'est donc à partir de 1973, après le départ de la Fondation française, certaines filières mettent en place des programmes de troisième cycle avec la naissance timide des DEA
et des doctorats de troisième cycle, et exceptionnellement des doctorats d'État, mais généralement en co-tutelle. Même si l'Université catholique d'Afrique centrale voit le jour en 1985, c'est à partir des années 2000 et suite à la balkanisation, de ce que j'appelle balkanisation et que d'autres ont appelé la réforme de l'enseignement supérieur, et suite donc à la balkanisation de l'université de Yaoundé, qui était passée de Fondation française de l'enseignement supérieur à Université fédérale, puis à Université de Yaoundé, n'est-ce pas? C'est suite donc à cette balkanisation et de la naissance en 1993 de nouveaux campus publics à Douala, à Gaoundéré, à Boya, à Tchang, à Soa, que l'enseignement supérieur privé s'impose comme une nécessité quasi absolue du fait des nouvelles universités d'État, du fait que les nouvelles universités d'État ne semblaient pas répondre aux besoins de professionnalisation qui étaient à l'ordre du jour un peu partout dans le monde. Malheureusement, la plupart des établissements privés qui se créent jouent davantage aux opportunistes, oubliant que l'enseignement supérieur est un secteur délicat qui ne doit être confié qu'aux experts en la matière. Chez nous, l'enseignement supérieur privé est avant tout perçu comme un commerce. Et la difficulté à trouver un personnel d'encadrement dédié limite les possibilités de recherche universitaire. Donc, ce sur quoi je voudrais insister ici, c'est que l'enseignement supérieur privé, franchement, n'inscrit pas la recherche dans son agenda, dans ses objectifs. Très peu de promoteurs de l'enseignement supérieur privé recrutent des enseignants à plein temps et ne se soucient presque pas de leur carrière en tant que professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils vantent essentiellement à tout craint leur semblant de professionnalisation. Vous pouvez excuser mes adjectifs. Aujourd'hui, que l'occasion m'est donnée d'engager une conversation entre connaisseurs, je veux dire entre gens du métier, puisque vous faites partie d'une association, si j'ai bien compris, des professionnels des biosciences, il me semble qu'on pourrait prendre quelques minutes pour méditer sur l'état de la profession d'enseignant-chercheur dans notre pays et des conséquences de sa condition de santé sur notre avenir commun en tant que pays en construction. Parce que je crois qu'il s'agit là d'un élément extrêmement important. J'éviterai de traiter des chercheurs relevant du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Vous savez sans doute, comme moi, que cette structure est née dans l'hybridité, à cheval entre le théorique et le pratique, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Avouons que jusqu'ici, son identité demeure problématique pour 1001 raisons. On peut retenir, entre autres, le mode de recrutement de son personnel et même ses missions. Peut-être comme nous faisons triompher la francité, nous avons simplement voulu imiter le Centre national de la recherche scientifique qui existe en métropole et dont les missions sont, on ne peut plus, précises. Mais notre ministère de la Recherche et de l'Innovation aurait dû plutôt coiffer une structure s'apparentant à l'IRD, à l'Institut de recherche et développement, qui explore notre territoire de fond en comble, sans que l'on sache à quelle fin sont destinés les résultats de la recherche que réalisent les experts. Je pourrais en dire plus, parce que je crois savoir les conditions de recrutement des chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation originellement. Il s'agissait de gens qu'on ne pouvait pas recruter dans les universités parce que nombre d'entre eux n'avaient pas la note suffisante pour être recrutés comme prof d'université. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, quand on essaye
quand on balkanise l'université en 1993 et qu'on est à court d'enseignants et qu'on va chercher dans le vivier du ministère de l'enseignement, du ministère de la recherche scientifique et technique à l'époque, on a beaucoup de mal parce que les enseignants-chercheurs qui arrivent à l'université doivent en quelque sorte resoumettre leur dossier parce que les grades du ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, les grades du ministère de la recherche scientifique ne sont pas acceptés par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, comme nombre d'entre vous le savent, le préalable essentiel pour qu'existe une université digne de ce nom est d'abord et avant tout un corps enseignant dûment qualifié dans les disciplines en jeu. Il ne s'agit pas simplement d'être titulaire, comme on dit dans ce pays, d'un doctorat PhD ou d'un PhD, mais d'avoir été parmi les meilleurs doctorants de son alma mater, avec un minimum de 2 articles publiés dans des revues de renom et de sa spécialité, préalablement à la soutenance. C'est-à-dire qu'au moment où vous soutenez, il faut que vous soyez reconnu comme chercheur. Il ne s'agit pas simplement d'avoir le diplôme. Comme certains d'entre vous le savent, autrefois en métropole, une entente tacite, je ne sais même pas si elle n'était pas explicite, une entente tacite et même explicite éliminait dès la soutenance l'accès de nombre de doctorants à l'enseignement supérieur de par la mention obtenue à la soutenance. Il vous suffisait d'avoir une mauvaise mention à la soutenance pour être éliminé d'office des portes de l'enseignement supérieur. À telle enseigne que le Cameroun a dû se résoudre dans les années 1990 à supprimer honteusement, je dois le dire, cette exigence pour garder certains de ses postulants. Puisque, comme certains d'entre vous ne le savent pas, quand on était Fondation française de l'enseignement supérieur au Cameroun, quand on était université fédérale, n'est-ce pas, on recrutait sur la même base qu'en métropole. Donc désormais, dans notre pays, on a presque résolu le problème à notre manière, puisque tous les doctorants ont les mentions les plus élevées et se font recruter sans coup férir dans l'enseignement supérieur. En effet, si l'on peut, dans le secondaire, se tirer parfois d'affaire en bachotant, l'enseignement supérieur est par l'excellence un espace où doit se former la pensée critique. J'insiste sur l'expression, la pensée critique. C'est la curiosité à tout crin qui peut conduire à l'invention, aux découvertes. Dans presque tous les pays du monde, ce sont les universitaires qui, par leur recherche, impulsent le développement et sont à l'avant-garde du savoir. Okay. Comme vous le savez, c'est très souvent dans les officines de recherche universitaire qu'on trouve les récipiendaires des prix les plus prestigieux dans divers domaines de la connaissance. Physique, chimie, économie, médecine, etc., etc. Ailleurs, l'État et les chercheurs et les chercheurs des universités travaillent en étroite collaboration. Et si certaines universités se développent plus vite que d'autres, c'est parce qu'elles gagnent parfois des marchés stratégiques auprès du gouvernement de leur pays. Aux États-Unis, par exemple, pour prendre cet exemple-là que je crois connaître, les études africaines se sont développées au lendemain des indépendances africaines parce que le département d'État, c'est-à-dire le ministère américain des Affaires étrangères, avait demandé à nombre d'universitaires de produire un savoir sociologique, politique, anthropologique, etc., lui permettant d'avoir une compréhension exhaustive de ce qui se passait dans les anciennes colonies en Afrique. C'est Northwestern University à Chicago qui fut la première sollicitée pour cette mission. Raison pour laquelle un auteur comme Victor Levin, qui a écrit un livre d'histoire sur le Cameroun, Victor Levin, ne pouvait venir que de Chicago. Ainsi que Melville Herskovits, dont vous avez sans doute entendu parler, un célèbre anthropologue
n'est-ce pas? Il travaillait à l'université de Chicago et initialement, il avait d'abord commencé à faire des recherches pour satisfaire les besoins du département d'État. Par ailleurs, les conditions d'études bénéficiaient d'un soin attentif de la part des concepteurs du projet. Nombre de filières qui n'avaient pas un personnel d'encadrement suffisant sur place n'allaient guère au-delà de la propédeutique et des 2 premières années. Ça, je veux parler de la Fondation française de l'enseignement supérieur au Cameroun. On les envoyait pour suivre leur formation en Europe, c'est-à-dire ici, quand on n'avait pas les conditions d'encadrement suffisantes, au bout de 2 ans après la propédeutique, par exemple à l'époque, quand j'ai fait mes études à l'université de Yaoundé, au bout de 2 ans, tous les inscrits en philosophie allaient à Nanterre, étaient envoyés à Nanterre pour faire la licence, parce que l'université de Yaoundé n'avait pas le personnel d'encadrement pour une licence de philosophie. La bibliothèque était convenablement fournie et les laboratoires passablement bien équipés. Même la condition étudiante faisait l'objet d'une attention soutenue des responsables qui veillaient à ne pas surcharger les salles de cours. Au risque d'être étiqueté, comme on me le reproche parfois, comme un nostalgique des vestiges de la colonisation, que je ne bénis pas, mais c'est des observations, il faut être objectif, ou même hors sujet de ce que vous m'avez demandé de faire, je voudrais essentiellement démontrer que sans conditions d'études gratifiantes, pour tous, aucune recherche digne de ce nom n'est possible. Ailleurs, les universités encouragent les étudiants à initier ce type de recherche, ce type de recherche en commençant par des petits projets de recherche. Question de les habituer à ce qui pourrait les attendre dans la vie active et dans les cycles supérieurs. Pour ce faire, l'université dispose presque toujours des fonds pour attirer les apprenants à s'aventurer dans ce genre d'exercice et surtout les meilleurs apprenants à s'exercer dans ce genre de travail. Assez curieusement, c'est essentiellement lorsque l'Université fédérale du Cameroun s'indigénise, passez-moi l'expression, c'est lorsque l'Université fédérale du Cameroun s'indigénise en devenant Université de Yaoundé et que le vice-chancelier de la Fondation française de l'enseignement supérieur est remplacé par un magistrat au début des années 70, que l'Université d'État au Cameroun commence à perdre ses repères. La balkanisation de janvier 1993 apparaît comme la conséquence inéluctable de la dégradation des conditions de travail, autant celles des enseignants que celles des étudiants. Effectifs pléthoriques, que même les amphimilles qui s'apparentaient davantage à des étables n'ont guère résolu. Le ratio enseignant-enseigné s'aggravait au fil des années. Les laboratoires et les bibliothèques sont demeurés l'ombre d'eux-mêmes. Les enseignants sont entassés à plusieurs par local dans les quelques espaces à bureaux disponibles, etc., etc. Je m'arrêterai là. Mais à tout seigneur, tout honneur, jusqu'en 1993, je veux dire entre les années 70, début des années 70, quand la Fondation française de l'enseignement supérieur au Cameroun ferme et la balkanisation de l'université de Yaoundé en 1993, jusqu'en 1993, l'unique université publique du Cameroun avait jeté des bases pour un encouragement à la recherche. En plus des maudites primes à la recherche, des allocations pour missions de recherche en interne et à l'étranger, chaque établissement avait un budget dédié de manière compétitive aux enseignants qui désiraient initier un projet de recherche digne de ce nom. Il me souvient que c'est dans ce cadre-là que j'ai pu mettre sur pied les recherches en vue de la rédaction et de la publication de mon deuxième volume de mon dictionnaire des œuvres littéraires négro-africaines de langue française. Et comment ne pas souligner qu'il a existé donc à Yaoundé des séries d'annales des facultés
ouverte à la publication des résultats de la recherche des enseignants, mais que nombre de ces annales seront détournés par des dignitaires des établissements qui en feront un canal d'autopublication pour leur changement de grade, puisque finalement, la recherche au Cameroun est devenue une espèce d'exercice juste pour le changement de grade. Quoi qu'il en soit, tant qu'il n'y aura pas dans notre pays une véritable politique de la recherche fondamentale, appliquée et stratégique, j'insiste sur les trois aspects, fondamentale, appliquée et stratégique, avec des canaux de diffusion conséquents, nous sommes presque condamnés au nanisme scientifique dans tous les domaines. De ce point de vue, les primes versées par l'État aux enseignants du secteur public, primes prétendument destinées à la modernisation de la recherche, ne sont qu'une augmentation déguisée du salaire des enseignants du supérieur subséquente à la baisse des salaires de 1994 suite à la dévaluation du franc CFA. Assez curieusement, je suivais hier soir aux nouvelles que les chercheurs du ministère de la Recherche voudraient qu'on leur donne aussi leur part de prime de modernisation de la recherche. J'imagine que c'est tout simplement qu'ils revendiquent simplement une manière d'augmentation de salaire. Le plus souvent, il peut donc s'agir, n'est-ce pas? Il peut donc s'agir si nous avions bien utilisé cet argent, n'est-ce pas? Des mesures nous permettant de créer des revues avec comité scientifique de lecture avéré ou des publications à travers des maisons d'édition spécialisées. Le plus souvent, les maisons d'édition spécialisées peuvent avoir recours à des subventions qui sont accordées en fonction de la qualité du manuscrit soumis. Dans notre pays, pareils canaux sont plutôt rares, car leur soutenabilité n'est pas évidente. Les revues scientifiques sont soutenues soit par des regroupements professionnels, comme une association comme la vôtre pourrait mettre sur pied sa propre revue scientifique, soit des organisations professionnelles. Mais dans notre pays, pareils canaux sont plutôt rares, n'est-ce pas, disais-je. Chez nous, nous n'avons ni éditeurs spécialisés, ni professionnels aguerris. On se contente de frapper aux portes étrangères ou de faire de l'autopublication pour la promotion. Une revue multiculturelle comme Abia, qui a existé, qui a fonctionné dans ce pays pendant longtemps, n'a tenu que le temps où ses fondateurs pouvaient se faire financer par des mécènes, alors qu'elle méritait un soutien institutionnel. On pourrait en dire de même de Terroir, de notre regretté Fabien Eboussi Boulaga. En clair, il est temps que nous prenions au sérieux et qu'on crée des canaux, des structures éditoriales susceptibles de s'imposer à la profession. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu en consortium qu'on s'organise pour faire la recherche. Généralement, c'est l'État ou des organismes étatiques qui mettent en jeu des projets de recherche auxquels ils associent des universitaires. Travailler ainsi en synergie permet aux universitaires de faire des publications en privilégiant les aspects théoriques, alors que l'État ou l'organisme public en tire les aspects pratiques pour les besoins sociaux, économiques et culturels du pays. En Europe, comme aux États-Unis, les grandes innovations technologiques, économiques, médicales et militaires même sont certes financées par l'État, mais ce sont souvent les universités d'avant-garde qui les mettent en œuvre. Aux USA, les universités les plus prestigieuses le sont parce qu'elles se font rémunérer d'un nombre de joint ventures stratégiques avec l'État. C'est ça que nous devons comprendre. Alors qu'ailleurs, on considère que les universités sont l'espace
où se concentrent les meilleurs cerveaux du pays, les pays africains semblent plutôt se méfier des chercheurs et confient le destin de leur pays aux diplômés, pour ce qui nous concerne ici, diplômés de l'ENAM, de l'IRIC ou aux experts étrangers. Les chercheurs ne pouvant pas être facilement assujettis, on préfère les éviter ou les confiner à des batailles de chiffonniers pour accéder aux juteux postes de la haute administration. Point n'est besoin, je crois qu'il faut insister là-dessus, point n'est besoin d'être ministre ou haut fonctionnaire pour conseiller les gouvernants. Car ce faisant, l'État prive la jeunesse de la connaissance des chercheurs les plus avisés. Il est dommage que dans notre pays, les meilleurs cerveaux qui acceptent de faire allégeance se retrouvent embrigadés dans les cabinets ministériels. Si c'est la recherche qui, comme partout ailleurs, est censée impulser le développement, les meilleurs chercheurs doivent, du haut de leur chair, éclairer autant la jeunesse que les gouvernants. Nous savons par exemple, permettez-moi de donner des exemples précis. Nous savons par exemple qu'on parle surtout d'un certain Luc Saint-John qui semble être un chercheur chevronné dans les sciences politiques. Mais depuis qu'il est devenu ministre, mais est-ce qu'il peut encore se mettre en contact avec les jeunes chercheurs quotidiennement pour leur montrer comment on arrive à son niveau? Il est plutôt enfermé dans les cabinets ministériels. OK. Donc, si vous lisez attentivement certains des livres de Jean-François Bayard, vous comprendrez à quel point il a joué au go-between entre les instituts de recherche où il a exercé et les autorités autant africaines que françaises. De ce fait, Bayard fut un grand africaniste. Achille Bembe, notre compatriote, n'est-ce pas, n'est pas conseiller du chef de l'État français, n'est-ce pas, parce qu'on l'a mis au gouvernement. C'est le résultat de ces recherches qu'on veut utiliser. Au Cameroun, malheureusement, la recherche est avant tout une affaire de changement de grade, presque exclusivement. C'est à méditer. Et vous savez même que dernièrement, quand le président français a voulu organiser une commission pour la recherche sur notre histoire, mais c'est bien une chercheure française qui l'a nommé président de la commission. Cette chercheure française ne fait pas partie du gouvernement, mais on est allé la chercher à l'université pour dire, allez accomplir cette mission qui est une mission d'État. Donc, tenez bien, je vais revenir ici sur quelque chose qui m'avait traversé l'esprit au moment où on quittait, où on créait l'université de montagne où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Une université comme l'université de montagne est certes reconnue aujourd'hui comme une université des sciences de la santé, mais elle avait été initialement pensée pour être une école de technologie, pour former des ingénieurs dans notre esprit, pour former des ingénieurs en chimie et en physique, de telle manière que la technologie qui devait y être enseignée pouvait nous aider à impulser notre industrialisation. Aussi aurait-on pu former, n'est-ce pas, les premiers chimistes, les premiers ingénieurs chimistes en Afrique au sud du Sahara, Afrique du Sud exceptée. L'ingénieur chimiste est à la base de tout développement, qu'il s'agisse des minéraux, du médicament, du bois, de l'environnement ou de l'armement. Le chimiste est toujours le bienvenu tant il est opérationnel. Par la suite, on aurait formé des physiciens et cela aurait produit un cocktail tout à fait explosif pour notre pays. Donc, il va falloir que nous méditions sérieusement aux objectifs de la recherche. Comme vous voyez, la recherche chez nous balbutie, à défaut d'un plan directeur.
Les chercheurs devraient pourtant être à l'avant-garde de toute émergence et même de toute gouvernance. Tout se passe comme si les gestionnaires de notre pays redoutaient à encourager le développement de la recherche, tant fondamentale qu'appliquée. Car on pourrait, du jour au lendemain, avoir à gérer un monstre difficile à apprivoiser. Eu égard qui doit être celle de tout chercheur digne de ce nom. Ce que doit être tout chercheur digne de ce nom. Le chercheur est essentiellement un être libre, indépendant d'esprit, alors que depuis l'indépendance, nous vivons dans une société contrainte, constamment en quête d'allégeance. Dans cette logique, le pouvoir n'a aucun intérêt à encourager une recherche compétitive, car la maîtrise de pareils corps pourrait lui échapper. Aussi préfère-t-on le tenir par l'estomac ou lui faire faire une activité essentiellement alimentaire. Donc, il est dommage que dans notre pays, la recherche soit plutôt une activité alimentaire qu'une activité stratégique et pouvant nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Merci de votre attention.